Aujourd'hui, grand les portes de notre book club consacré à Marcel Proust, l'auteur d'À la recherche du temps perdu, le livre d'une vie, 15 ans d'écriture au moins de jour comme de nuit, un sacerdoce littéraire pour l'auteur et pour les lecteurs. Là, je mets un point d'interrogation. Au moins 7 volumes, Charles Dantzig, vous me confirmez ? Je confirme. 7 volumes. Du côté de chez Swann, ce sera le tout premier tome qui paraît en 1913 chez Grasset, les suivants chez Gallimard, à commencer par À l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1919. Quel souvenir gardez-vous de votre lecture de La recherche ? Quel en fut pour vous le déclic ? Êtes-vous allés, chers auditeurs, lecteurs, jusqu'au bout ? Quel souvenir gardez-vous tout simplement de cette expérience-là ? Si lecture il y a eu, on en parle aussi avec mes invités qui se sont plongés dans cet océan de mots et de bonheur, parfois de difficultés aussi. Charles Dantzig, tout d'abord, bonjour. Bonjour, Olivia. Vous êtes éditeur, écrivain, producteur sur France Culture de Proust, le podcast, une belle aventure radiophonique que vous avez menée toute l'année dernière jusqu'à cette année, un an d'une montagne consacrée à cet auteur pour rendre hommage, 100 ans après sa mort, à l'écrivain. Vous êtes par ailleurs l'auteur du dictionnaire égoïste de la littérature française, puis d'un dictionnaire tout aussi égoïste de la littérature mondiale, et de Proust Océan, qui paraît en cette rentrée littéraire chez Grasset, une analyse inédite du style de Marcel Proust. À vos côtés, Christine Le Cerf, bonjour. Bonjour. Productrice de La Grande Traversée qui nous a fait vibrer tout l'été autour de Marcel Proust. Bonjour à tous les deux et merci d'être venus partager avec nous votre Proust, votre recherche surtout, puisque c'est cette œuvre qui sera au cœur de cette conversation-discussion. À mes côtés, je vous présente quand même Pierre Croze, que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui est notre partenaire du vendredi. Chaque vendredi, effectivement, on lit, on invite nos deux communautés de lecteurs, celle de France Culture et celle de Babelio, à se rencontrer. Babelio, c'est un réseau social de lecteurs, une communauté d'1 400 000 lecteurs inscrits sur ce site pour donner leur avis sur leur lecture. Et on peut imaginer, Pierre, bonjour. Bonjour Olivia, bonjour à tous. On peut imaginer une bonne partie de vos lecteurs ont à un moment approché la recherche de Proust. Oui, Proust, c'est aussi un océan sur Babelio, avec 824 critiques. J'avais noté 823, mais il y en a une qui vient de tomber, de son œuvre. Près de 20 000 lecteurs, 2400 citations partagées. Et aussi, ce n'est peut-être pas anodin, 422 livres étiquetés Proust, donc des œuvres dont il est l'auteur, Proust, mais aussi des œuvres qui parlent de lui. Donc voilà, 422 livres sur Babelio. Et ce qui est intéressant avec Proust, c'est que de nombreuses critiques continuent d'être publiées semaine après semaine. La dernière critique de La recherche date d'il y a quelques jours à peine. Il m'a fallu 30 ans pour enfin rentrer dans l'œuvre de Marcel Proust. Sa critique est très positive. Donc voilà, il n'est jamais trop tard pour plonger dans cet océan. Et les contributions des auditeurs de France Culture nous sont aussi d'ores et déjà parvenues via le hashtag Book Club Culture. Merci beaucoup à vous, à ceux qui participaient à ce partage avec nous. Plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs mentionné le confinement comme un déclic pour se lancer dans la lecture de La recherche. Et parmi ceux d'entre vous aussi qui avaient choisi de nous raconter votre expérience de lecture, visiblement, il faut préciser qu'il y a toujours ou très régulièrement une sorte de longue phase préparatoire qui a été nécessaire ou qui reste nécessaire avant de se lancer dans la lecture de Proust. C'est le cas de Barbara qui attend encore d'être prête. J'ai le premier tome à la maison, je l'ai acheté pour m'inciter à commencer cette œuvre le jour où je le sentirai. Visiblement, ce jour-là n'est pas encore arrivé, mais il ne devrait pas tarder. Charles Dantzig, et pour vous, c'était quand la première fois ? Moi, la première fois, c'était à 17 ans, en première année de droit où je ne faisais rien à part lire Proust. Et je l'ai lu du début à la fin. Et la première fois, je dois dire que je n'ai rien compris. C'est-à-dire que j'ai très bien compris ce qu'on me racontait, qu'il y avait des histoires d'un jeune garçon insomniaque qui veut devenir écrivain et des femmes du monde, etc. Mais je ne voyais pas bien l'intérêt de la chose. C'était un monde un peu derrière une plaque de buée. Et c'est à la deuxième fois, quelques années plus tard, que je suis rentré sur cette planète, que j'ai vraiment pénétré ça, parce que je comprends tout à fait qu'on puisse se sentir éloigné de ce monument. J'avais 17 ans, il me semble avoir trouvé le roman opaque. C'était Oui. le souvenir qu'il vous avait laissé, Charles Dantzig, vous le racontez en ouverture de Proust Océan. C'est un livre de vieillard, d'un type qui ne ressemble pas aux vieillards que l'on connaît à cet âge. Les vieillards de nos 17 ans sont nos grands-pères, le plus souvent de charmants radoteurs
ou bien des écrivains ronchons et non moins radoteurs, des radoteurs aigres, et un vieillard à l'image de Proust, qui mieux que de se souvenir invente, gouvernant un monde de caves et de grottes et d'eau guidant parmi son œuvre troglodytique, peuplée de tritons, de phoques, de silures, de nymphes qui circulent entre des coquillages recouverts de concrétions immémoriales, un vieillard génial et une stupéfaction pour la jeunesse. Et donc à la deuxième lecture, quelques années plus tard, que vous vous êtes laissé complètement happer par ce livre et que la plongée fut totale et entière dans cet océan proustien. Et de votre côté, Christine Le Cerf, vous vous souvenez de cette première tentative proustienne qui a peut-être été tout de suite une réussite? Alors, je n'ai pas... Proust ne fait pas partie de mes premiers émois littéraires. J'ai lu Proust en même temps que j'ai lu Musil. Musil, c'est un auteur autrichien qui est l'auteur d'un grand roman qui s'appelle L'homme sans qualité et qui est inachevé, dans lequel l'auteur s'est ensablé. Et ça raconte aussi l'histoire d'un livre impossible et qui est seulement possible parce que le lecteur le tient dans ses mains. Et donc j'ai lu, je suis passée de Ulrich à ce narrateur proustien assez facilement. Pour moi, Proust est quelqu'un d'étrange et d'étranger. Et il l'est resté, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit comme aucun autre écrivain français ne le fait, et qui habite cette littérature française dont on fait le parangon de manière assez étrange aussi. Et vous l'avez raconté quand la direction de France Culture vous a proposé cette grande traversée. C'était pas parce que vous étiez une spécialiste, mais au contraire parce que vous n'étiez pas une proustienne, vous ne faisiez pas partie du club très restreint et peut-être un peu élitiste. On va voir, Charles d'Antigue, avec vous, des amoureux, des grands lecteurs de Proust et des spécialistes de son œuvre. Et vous avez pu y aller, y entrer dans cette œuvre, nous la raconter avec un œil peut-être plus éberlué, si on reprend toutes les métaphores autour de l'océan et du poisson, grand ouvert. Oui, je crois qu'il faut tout de suite parler de la peur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est consubstantiel à Marcel Proust et à son œuvre. Et au moment où je vous parle, j'ai peur de parler de Proust. J'ai peur de trouver les mots justes pour quelqu'un qui a passé sa vie à corriger par une virgule, par une parenthèse, par un mot, par un collage, cette quête éperdue de la justesse. Donc, se plonger dans cet univers, c'est une peur pour celui qui écrit, pour celui qui raconte, pour celui qui lit. Et il ne faut pas supprimer cette peur, parce que c'est la peur devant l'œuvre d'art. Par contre, il faut essayer de supprimer la peur qui a été fabriquée au fil du temps par un océan, je reprends votre terme, de commentaires très érudits qui ont peut-être essayé de domestiquer la peur, mais qui en ont fabriqué une autre. Proust n'est pas monumental, Proust n'est pas parfait, Proust n'est pas achevé. Son œuvre est trouée, elle est rafistolée, elle est l'œuvre de quelqu'un qui a souffert. Et d'ailleurs, il disait, j'aime beaucoup, on peut presque dire que les œuvres, comme dans les puits artésiens, montent d'autant plus haut que la souffrance a pu plus profondément creuser le cœur. Je pense qu'on doit avoir peur de Proust parce qu'il risque de nous creuser le cœur et non pas de nous noyer sous un océan d'érudition. Charles d'Antigue, vous comprenez cette peur et Pierre Croze va pouvoir en témoigner. Les auditeurs-lecteurs de France Culture aussi nous l'ont raconté, qu'il y a à s'atteler à une telle œuvre, comme lecteur, hein. Je comprends qu'il puisse y avoir une timidité, la peur me paraît quelque chose, ou alors il n'y a pas plus de raison d'avoir peur de Proust que de Joyce, que de Musil, que de Shakespeare, en tant qu'une œuvre majestueuse et effectivement très commentée. Mais la différence entre Proust et des quantités de grands écrivains du XXe siècle, comme Joyce par exemple, que je viens de citer, est que Proust est à mon avis un écrivain facile. Proust n'est pas comme Joyce quelqu'un qui nécessite une très grande culture, une très grande érudition. Il ne pose pas tout au long de ses phrases des allusions érudites. Il ne faut pas avoir lu l'hébreu, le grec ancien pour lire Proust comme il le faut pour Joyce, car en réalité,
pour lire Ulysse, on a vraiment besoin des notes en bas de page et des références. La seule réelle complication de Joyce, et je comprends aussi ce que les lecteurs disent, qu'ils attendent, mais toute lecture d'un grand livre est un combat. C'est un combat entre nous et l'auteur. Ça ne se gagne pas. Les livres faciles et qui n'intimident pas, c'est les romans d'aéroport de 150 pages qui racontent une bluette. Mais justement, c'est peut-être aussi la longueur qui impressionne au sûr. départ et l'idée qu'il va falloir trouver le moment, trouver le temps dans une société qui nous en laisse de moins en moins pour pouvoir commencer la recherche et terminer cette œuvre. Est-ce que vous diriez à certains aujourd'hui qui se sont laissés dissuader ou qui n'ont pas encore entamé cette lecture qu'on peut y aller tranquillement aussi, qu'on peut prendre un volume et puis un autre des années plus tard, qu'on peut même peut-être commencer par la fin? Tout à fait, tout à fait. D'abord, je pense qu'il ne faut jamais avoir de sentiment d'obligation envers la lecture. À partir du moment où on se sent une obligation, on est presque, on met un degré de dégoût dans sa lecture et il ne faut pas ça. Et effectivement, on peut prendre la lecture de La recherche du temps perdu comme Proust l'a écrit, c'est-à-dire aussi par bout, par morceaux. On peut très bien commencer par Sodome et Gomorrhe, car les 7 volumes sont liés les uns aux autres, mais peuvent en réalité être lus indépendamment. On peut très bien lire La prisonnière indépendamment. Et d'ailleurs, Gallimard, qui est un des éditeurs de Proust, vous l'avez cité, Olivia, a très bien compris ça en publiant séparément une partie de Du côté de chez Swann, qui est publiée en livre de poche sous le titre Un amour de Swann, et qui est une partie du livre. Donc ça prouve bien qu'on peut lire, mais d'ailleurs comme tout livre, il ne faut pas se sentir dans une position d'élève vis-à-vis d'un maître. Le mot maître, en fait, est très dangereux. Face à cette peur, est-ce qu'on a été fidèle aussi au ressenti des lecteurs de Babelio? Oui, elle est très présente à 2 niveaux peut-être. La première, c'est en tant que lecteur. Certains ont eu peur de la réputation de Proust. Je vais vous citer quelques exemples de lecteurs. Comme beaucoup, la réputation de Proust l'avait précédé. Je craignais les phrases interminables et les descriptions détaillées, mais j'ai été enchanté de ma lecture. Je me suis laissé bercer avec plaisir par cette prose sensible, beaucoup moins ardue que ce que je pensais, avec une pointe d'humour très présente. On y reviendra peut-être d'ailleurs. Et la peur, elle est aussi présente d'une autre manière, c'est dans la façon de critiquer aussi cette œuvre. Certains ont eu un peu peur de s'attaquer, de pouvoir critiquer l'œuvre. Je me sens petite fourmi, nous dit une lectrice, minuscule face à ce monument. Alors mon biais sera un témoignage, car je veux juste partager quelques miettes de bonheur. Donc c'est quelque chose qui revient souvent dans les critiques, c'est cette difficulté parfois à appréhender cette œuvre. Je cite aussi une auditrice, qui évoque Sodome et Gomorrhe, justement. Elle avait vu le titre sur les étagères de sa mère quand elle était petite et elle raconte que ça avait l'air très compliqué, qu'elle s'était préparée pendant plusieurs années avant de le lire et que quand elle l'a lu, elle en est franchement devenue dingue et que ce livre est devenu une drogue pour elle. Très dur de reprendre la lecture actuellement après la fin de la recherche et je pense la relire plusieurs fois d'ici là. Beaucoup de témoignages effectivement emportés des auditeurs par rapport à cette œuvre de Marcel Proust qui est au cœur de notre book club. Je voulais vous demander quand même à tous les deux votre rapport à cette œuvre aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, Charles Dantzig, vous concernant, obsessionnel ? Je ne sais pas, c'est à vous de Amoureuse. me dire. Il se trouve que pendant des années, maintenant je crois que c'est fini et que ce livre est ma rupture avec Marcel Proust et que je n'en parlerai plus jamais, que je ne lirai plus jamais de ma vie. Mais il se trouve que je l'ai lu plusieurs fois, qu'avant d'écrire ce livre, je l'ai même lu à l'envers, que j'en ai lu quelques volumes en traduction. Donc ça, c'est peut-être de l'obsession, mais je crois pas, je crois que c'est de l'amour. Moi, je suis amoureux des écrivains que j'aime. Je suis amoureux de Samuel Beckett, je suis amoureux de Marcel Proust. C'est quelque chose de l'ordre réellement de l'amour. Et donc, l'obsession fait peut-être partie de ça, mais je ne crois pas. C'est parce que je me sens... Mais elle est toujours restée extérieure à vous, cette œuvre, ou elle vous a réellement habité? Non, la première fois, l'obsession passe par cela. C'est-à-dire que, comme toutes les grandes œuvres, mais celle-ci en particulier, celle-ci m'élève au-dessus de moi-même. C'est ça ce qui se passe avec Proust. Et comme on le mentionnait tout à l'heure, la chose aussi que je trouve extrêmement prenante dans cette œuvre, c'est que c'est en effet une œuvre imparfaite et qu'on lit à la fois La recherche du temps perdu, on lit Charlus, on lit Oriane, mais on lit Proust. Et par moments, à cause de ces imperfections, on peut voir Proust écrivant derrière. Et ça, c'est passionnant et c'est très rare et ça tient justement à l'effet d'inachevé de certains passages. Et c'est ça, on lit Proust. Christine Le Cerf, en un qualificatif, adjectif, détaché, critique, quelle serait votre relation à cette œuvre? Je pense que le propre de l'œuvre de Proust, c'est qu'elle continue son travail une fois que le livre est refermé. Donc on n'en a jamais fini.
Et on n'est plus jamais la même ou le même. Et pour moi, Proust, il ne m'élève pas, je dirais qu'il me tend la main. C'est un frère de papier. Et je le suis dans ses émerveillements, dans ses souffrances, dans son humour ravageur à l'égard de lui-même. Donc il est difficile aussi en tant que lecteur d'accepter aussi de se regarder aussi impitoyablement que lui l'a fait. Et donc, non, c'est un livre qui continue à s'écrire à l'intérieur de soi, à chaque fois qu'on regarde l'océan, à chaque fois qu'on découvre un cou ou une nuque de femme, à chaque fois qu'on lit une maxime philosophique ou qu'on écoute un morceau de musique, Proust est là. D'ailleurs, c'est un auteur et une œuvre qui vous a parlé aussi, à vous, Charles Dantzig, et vous le racontez dans Proust Océan comme écrivain. Hein. Il y a ce rapport de plume aussi, de frère de plume. Oui, parce que la chose passionnante dans Proust, c'est qu'il y a, d'un point de vue purement littéraire, c'est qu'il y a deux choses. Nous n'en avons pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'on dit Proust, mais nous parlons de La recherche du temps perdu, et le narrateur n'est pas Proust. Et ça, c'est une chose très importante que j'étudie entre autres dans mon livre, et qui montre le degré de raffinement et par moments un peu de perversité de Proust, c'est-à-dire que le narrateur n'est vraiment pas lui, pour des tas de raisons. La première étant que le narrateur est hétérosexuel, que ses parents sont tous les deux catholiques, enfin des tas de choses qui sont très différentes de Proust. Et puis d'ailleurs qu'il est en train d'essayer d'écrire un livre et que Proust écrit le sien. Donc il y a ça. Ça, c'est intéressant pour le rapport d'un auteur à ses personnages et comment on crée un personnage et la distance qu'il faut mettre de soi au personnage. Et d'autre part, ce que je trouve passionnant, moi, comme écrivain, c'est que Proust est quelqu'un qui écrit comme je n'aimerais pas écrire. C'est-à-dire qu'il fait tout le contraire de ce que moi je fais. Moi, en tant qu'écrivain, je supprime les liaisons, je n'aime pas les propositions temporelles. Voilà, vous écrivez Proust fait des nœuds, je fais des sauts. Ben voilà. Et c'est pour ça que je l'aime, parce qu'il est tellement génial qu'il me fait admettre que je n'ai pas raison et qu'il n'y a pas de règles en littérature. Et ce style conjonctif de Proust, cet aspect océanique de sa manière d'écrire est une chose qui ne m'apprend rien d'ailleurs, parce que je crois qu'on n'apprend rien dans les très bons livres. C'est juste quelque chose de tellement bien qu'on peut aimer alors que ça ne vous ressemble pas. Et je trouve que la littérature, c'est ça aussi, c'est hors du domaine du soi. J'aime Proust parce qu'il ne me ressemble pas. Vous l'auriez refusé, peut-être, le premier manuscrit, s'il vous avait été envoyé. On sait que Gallimard, c'est ce qui lui est arrivé, a refusé d'abord ce premier volume proustien de la recherche. Vous imaginez dans un comité éditorial, il y a un siècle de cela, qu'est-ce que vous auriez fait face à ce texte si étrange? Évidemment, je vais vous dire que je l'aurais pris et que j'aurais tout publié, mais je crois que dans la mesure où j'aime les choses qui ne ressemblent pas, en tout cas, j'aurais eu un œil intéressé, parce que Proust ne ressemble pas. Maintenant, nous nous sommes habitués à son triomphe et à sa gloire, et d'une certaine façon à sa manière d'écrire. Donc, il a l'air d'aller de soi. Mais Proust était tout à fait aberrant. Mais il était vraiment en décalage complètement avec son époque. Tout. Ouais. Il était en décalage il serait littéraire. plus en phase, oui. Mais il était en pas social. Ouais. C'est ça qui est intéressant, parce que Proust est mélangé. Proust était, et c'est pour ça que son œuvre a mis tellement de temps à arriver à la gloire, c'est qu'il y avait la personne de Proust. Et que Proust était un ancien petit jeune homme mondain qui courait la duchesse, qui faisait des chroniques dans le Figaro sur les salons des duchesses, et donc on pouvait légitimement ne pas le prendre beaucoup au sérieux. Et le hiatus et l'héroïsme, si je peux employer ce mot de Proust, c'est qu'il s'est détaché de sa personne de petit mondain pour devenir cette espèce d'Hercule ou de Neptune qui crée son œuvre. Et c'est ça qu'en réalité il portait en lui. Mais je crois que Proust avait en lui aussi quelque chose de très... Je crois dans mon livre que le plus grand roman d'espionnage du monde, c'est La recherche du temps perdu, et Proust était un espion. Quand il était ce petit jeune homme mondain, il se renseignait. Ouais, vous dites que le vrai sujet du livre, quand même aussi, c'est la création. Que c'est un voyage de la pensée, un voyage de l'imagination. Expliquez-nous quand même ce titre, Proust Océan. Proust Océan, j'ai donné Pourquoi ce titre l'océan? pour plusieurs raisons, parce qu'il est océanique de plusieurs façons, par l'ampleur qu'a pris son œuvre, nous en avons suffisamment parlé, par l'apport de sujets qu'il a fait à la fiction et qui est une chose extraordinaire. Un écrivain qui apporte un sujet nouveau à la fiction, c'est déjà un génie et c'est très rare. Proust en apporte au moins 3. Il apporte le snobisme qui n'était pas étudié jusque-là et qu'il étudie, ça a l'air d'un sujet frivole, mais pour lui c'est une passion. À un moment, il compare un des personnages, le Grandin, à un Saint-Sébastien tellement il souffre de son snobisme. Il a apporté l'étude
de l'homosexualité qui n'était jamais étudiée. Il y avait comme ça des personnages de deuxième plan chez d'autres auteurs qui pouvaient l'être, par exemple Vautrin dans Balzac, mais Balzac étant Balzac, c'est-à-dire avec toutes ses qualités réactionnaires, il fallait que cet homosexuel soit ou fût un assassin. Et donc Proust a apporté ce sujet, et il a apporté un troisième sujet que je trouve passionnant, qui est la tendresse chez les hommes, chez les êtres du sexe masculin, qui était un sujet, qui était une chose qui n'était pas abordée jusque-là et qui était très nouvelle. Et enfin, je crois qu'il est océanique, grâce à sa façon d'écrire qui est extrêmement singulière. Je crois que Proust a fait à la langue française ce que Kafka a fait à la langue allemande dans l'autre sens. Kafka a pris une langue allemande extrêmement ouvragée, travaillée et qu'il a affûtée comme un couteau et simplifiée. Et Proust a pris une langue française que nous connaissons, très régulière, les jardins de Versailles, presque scolaire, et il l'a assoupli, étiré à un point inouï, il a bouleversé la langue française. Et on va revenir sur le style de Proust, de cette recherche du temps perdu. Juste Christine Le Cerf, de votre côté, dans La Grande Traversée que vous lui avez consacrée et qui a charmé nos oreilles tout l'été, vous racontiez justement dans cette première halte, cette première session, vous abordiez la question du monument, hein, du monstre, qui est parfois intimidant. Est-ce que vraiment cette œuvre est si élitaire? Et dans une troisième session de mémoire, vous posiez la question de cette résonance avec l'époque. C'est-à-dire, est-ce que la recherche est vraiment un livre presque daté, qui raconte une époque et qui doit se lire en tant que tel, ou est-ce qu'il se découvre et se redécouvre aussi aujourd'hui, pour vous, d'une toute autre manière? Je voudrais, vous avez évoqué tout à l'heure le rapport de Proust à la création, à ce qu'est l'objet livre. Il y a un feu d'artifice d'images utilisées dans la recherche pour essayer de nous donner à sentir ce qu'est un livre et ce qu'est une œuvre d'art. Et la critique s'est longtemps arrêtée au milieu d'une phrase, comme souvent sans la lire jusqu'au bout, et n'a retenu que la cathédrale. Et alors, on dit que les phrases de Proust sont longues, mais encore faudrait-il les lire jusqu'au bout. Je la lis. Je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Et ce « mais tout simplement comme une robe », opposé à l'ambition de la cathédrale, vous avez là tout Proust, c'est-à-dire l'humour, le rejet de la démesure, la valorisation du trivial, du manuel, du cousu humain, comme j'ai appelé ça. C'est-à-dire que pour moi, Proust, c'est vraiment de l'ordre du tissu, de la trame. Et il y a la trame de son écriture, il y a la trame du lecteur, et c'est tout ce miroitement qui fait l'actualité de son livre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que nous consacrons notre book club à Marcel Proust et à la recherche du temps perdu, recommandé par Charles Dantzig, et vous le comprenez aussi, par Christine Le Cerf. Il est 13h14, je vais y arriver, dis donc, c'est vendredi, sur France Culture. Mais j'aime tellement Proust. Voilà, il y a de l'érotisme aussi dans cette voix et dans cette plume de l'auteur, un poisson dans cet océan. Quand on s'appelle Oriane, par la force des choses, on plonge, on nage et parfois on se noie. Bonjour Oriane Delacroix, programmatrice de Bienvenue au Book Club. Alors forcément, un jour ou l'autre, on a dû vous tendre un exemplaire, un volume de la recherche. Et qu'y s'est-il passé? Oui, bien obligé. Et puis relativement tard, en fait. Moi, j'ai commencé, enfin j'ai essayé une première fois, il y a 2 ans. J'ai lu une première partie pendant l'été, puis ce qui arrive à tout le monde, quand la rentrée a redémarré, j'ai coulé. Moi, j'ai coulé dans Guermantes. Et ce qui m'a vraiment le plus marqué par rapport à tout ce que j'en avais entendu, moi, j'ai été frappée par l'humour. Je ne m'attendais pas du tout à rire vraiment comme j'ai ri, très sincèrement, à voix haute, à plusieurs reprises pendant ma lecture. L'humour et la finesse de la plume de Proust, de son style, c'est aussi ce que nous dit Cécile, auditrice, lectrice de Proust et de France Culture par ailleurs, à propos d'un Amour de Swann qu'elle a lu quand elle était étudiante. Elle a commencé à le lire par curiosité, elle a été emportée par l'humour de l'auteur. Et du côté des lecteurs de la communauté de Babelio, Pierre Croze.
Ça revient beaucoup en fait, l'humour. C'est parfois pour séduire les lecteurs qui seraient peut-être un peu réfractaires. En fait, il y a beaucoup de lecteurs qui ont cité le fait que c'était vraiment très drôle. Marcel Proust avait un sens de l'humour qui ne dédaignait ni la férocité ni l'humour carrément noir. N'ayez aucune crainte, il y a là-dedans, entre autres merveilles, un humour aussi discret que féroce. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans les critiques. C'est pas systématique, parce que je pense que c'est pas forcément lié à Proust pour beaucoup de lecteurs, et en fait c'est quand même très drôle. Alors, on a demandé à Oriane Delacroix de nous lire un extrait de la recherche où on entend justement peut-être cet humour aussi de l'auteur. Vous avez choisi un extrait du côté de chez Swann, hein, Exactement, pour cette lecture. c'est dans la deuxième partie de Du côté de chez Swann. Donc Swann se rend à une fête chez la marquise de Sainte-Verte, dans laquelle se joue de la musique. Il s'ennuie et il observe autour de lui. Il observe notamment Madame de Franctot et Madame de Cambremer qui écoutent le pianiste. Alors, il y a quelque chose avec Proust, c'est qu'il faut prendre son souffle, voire le reprendre. Plein d'une mélancolie ironique, Swann les regardait écouter l'intermède de piano. Saint-François parlant aux oiseaux de Liszt, qui avait succédé à l'air de flûte, et suivre le jeu vertigineux du virtuose. Madame de Franctot, anxieusement, les yeux éperdus comme si les touches sur lesquelles il courait avec agilité avaient été une suite de trapèzes d'où il pouvait tomber d'une hauteur de 80 mètres, et non sans lancer à sa voisine des regards d'étonnement, de dénégation qui signifiaient « Ce n'est pas croyable, je n'aurais jamais pensé qu'un homme pût faire cela ». Madame de Cambremer, en femme qui a reçu une forte éducation musicale, battant la mesure avec sa tête transformée en balancier de métronome, dont l'amplitude et la rapidité d'oscillation d'une épaule à l'autre étaient devenues telles qu'à tout moment elle accrochait ses solitaires, les pattes de son corsage et était obligée de redresser les raisins noirs qu'elle avait dans les cheveux, sans cesser pour cela d'accélérer le mouvement. De l'autre côté de Madame de Franctot, mais un peu en avant, était la marquise de Gallardon, occupée à sa pensée favorite, l'alliance qu'elle avait avec les Guermantes et d'où elle tirait pour le monde et pour elle-même beaucoup de gloire avec quelque honte. Les plus brillants d'entre eux la tenaient un peu à l'écart, peut-être parce qu'elle était ennuyeuse, ou parce qu'elle était méchante, ou parce qu'elle était d'une branche inférieure, ou peut-être sans aucune raison. Merci, Oriane Delacroix. Extrait du côté de chez Swann, Charles Dantzig. On se délecte aussi à l'entendre, hein. Vous le lisez à voix haute? Non, car je crois que les livres sont faits pour être muets. Car si on le lit à voix haute, on impose déjà une lecture. C'était très bien, hein, votre lecture, c'est pas du tout la Mais question. d'ailleurs, c'était sa lecture. C'était sa lecture, Qu'il voilà, mettait c'est en ça. partage. Mais donc, qu'on Ouais. le lise à la rigueur pour soi, pour essayer de savourer, de remettre en bouche quelque chose, mais écouter un auteur lu par quelqu'un d'autre, c'est une lecture déjà imposée. Mais enfin, il n'en reste pas moins. On parlait de l'humour, et je voudrais même ajouter un mot qui me paraît peut-être plus exact pour Proust que humour, c'est comique. Et il a une force comique qui est au-delà de l'humour, qui peut avoir parfois quelque chose d'un peu serré et étroit. Proust a une vraie force comique qui va jusqu'à la bouffonnerie. Enfin, il y a un autre passage réellement comique où une femme tombe dans une vasque et l'ambassadeur de Russie applaudit en criant « Bravo la vieille ». Et c'est pas toujours de très bon goût d'ailleurs. Je dis ça aussi parce que peut-être que les gens qui ne l'ont pas lu ont l'idée d'un Proust très chichiteux, très bien élevé, etc. Il y a des choses où par moments Proust fait de l'humour Thierry Luron. Il se moque des moustaches des femmes. Il y a une femme qui bave un peu en écoutant quelqu'un parler. Enfin, il n'est pas toujours de très bon goût, et c'est aussi une de ses qualités. On peut peut-être, Pierre Croze, rappeler que certains lecteurs ont essayé de lire Proust, ont lu Proust et n'ont pas aimé. On a aussi le droit de ne pas être convaincu et emporté par la recherche du temps perdu, non? Tout à fait. Alors, elles sont minoritaires, mais il y a quelques critiques négatives sur Babelio. Ils retiennent toutes et tous les longues phrases de Proust et ses nombreuses digressions. Les rebondissements n'opèrent pas dans l'intrigue, seulement dans la syntaxe. Il faut avoir un niveau de concentration inexodable ou une frivolité souveraine pour ne pas sombrer. Bon, il y a quelques lecteurs qui ont été freinés dans leur lecture par ces éléments. Et alors, vous n'allez sûrement peut-être pas être d'accord, mais figurez-vous que certains lecteurs reprochent aussi un certain manque de poésie.
Au final, l'imaginaire du lecteur est fort peu sollicité, nous dit un lecteur. À trop vouloir analyser les sentiments, on perd la poésie de la lecture qui se transforme ici en classique à surmonter plutôt qu'en œuvre à savourer. Christine Le Cerf, Charles Dantzig, qui Ça va se dépend faire, du coup, l'avocat. Enfin, c'est à la fois, c'est vrai ce qu'on dit, parce qu'il n'y a pas d'aventure dans Proust. Si on veut lire des aventures, l'aventure est l'écriture. Il ne se passe rien. C'est certain. D'autre part, l'analyse, tout dépend du volume qu'on lit. Ce monsieur ou cette dame a peut-être lu La prisonnière ou Albertine disparue, qui sont, à mon avis, d'ailleurs dans la recherche, la partie peut-être la moins intéressante, parce que justement, Proust devient analytique. Il y a une centaine de pages où il fait de l'analyse, il est plus sec et plus étroit et plus serré, alors que d'habitude, il n'en fait jamais. C'est un écrivain imagé et comparatif, et qui ne fait pas à proprement parler d'analyse. C'est une des idées reçues qu'on a depuis longtemps sur l'analyse. Donc effectivement, si on tombe sur Albertine disparue, ça peut être un moment où on peut être rebuté par les passages d'analyse. Il y a beaucoup d'auteurs, Pierre Cros de Babelio, qui ont aussi cherché le moyen de faire entrer la jeune génération de lecteurs dans l'œuvre de Proust, par la bande dessinée, par le manga. Oui, tout à fait. Alors, il y a une lectrice, par exemple, qui a créé une sélection de 8 titres pour faire découvrir progressivement Proust à des ados. Alors, on y retrouve donc effectivement des bandes dessinées et des ouvrages un peu plus accessibles qui permettent de découvrir l'œuvre, certains passages de l'œuvre, mais aussi l'homme qui était Proust. Et alors, effectivement, il y a un manga qui existe, elle n'est pas dans la liste, mais c'est une adaptation en manga de La Recherche qui a vu le jour dans les années 2000 aux éditions Soleil. Alors, c'est un survol assumé, ce n'est pas une adaptation précise, mais elle a donné envie à certains et à certaines de se plonger dans l'œuvre. Je vous cite une critique par exemple. L'œuvre de Proust en manga, c'est au premier abord étonnant, mais au final, cela a aiguisé ma curiosité de lectrice et m'a donné envie de découvrir l'œuvre originale. J'aimerais qu'on revienne juste sur l'idée, et pour terminer, de chef-d'œuvre. Est-ce que La Recherche est un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre? Vous qui avez, Charles Dantzig, travaillé sur cette idée du chef-d'œuvre, je pose rapidement la question à Christine et ensuite on clôt avec vous, Charles, si vous le voulez bien. Est-ce que La Recherche a détrôné pour vous L'homme sans qualité, ou est-ce qu'elle est sur le même niveau dans l'étagère de votre bibliothèque, Christine Le Cerf? Ce n'est pas un chef-d'œuvre si on considère un objet parfait, achevé, monumental, réservé, et un lieu de savoir et d'érudition. C'est un chef-d'œuvre si on considère que c'est un objet fabriqué par un être humain et qui porte à son comble l'expérience artistique. L'auteur n'a pas pu aller plus loin, le lecteur va aller très loin et il dynamite un moment dans l'histoire de la littérature. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un chef-d'œuvre. On n'est plus le même, je l'ai dit, et je crois que c'était Pierre Bergogneau qui disait que Proust avait démesurément augmenté le monde que nous habitons. En ce sens-là, c'est un chef-d'œuvre. Charles Dantzig. J'ai écrit en effet un livre sur les chefs-d'œuvre, et un peu pour contester cette notion qui est pour moi un peu artisanale et cette idée de chef. On ne peut pas comparer. Moi, je dis plutôt grande œuvre. Proust n'est pas meilleur que Shakespeare, n'est pas meilleur que Musil, n'est pas meilleur que Hermann Broch. Ils sont quelque part, chacun est une planète et a créé quelque chose d'immense. Mais ce n'est d'ailleurs pas à cause de l'immensité seule qu'il est grand, parce que Jean Racine écrit des pièces d'1h30 qui sont aussi immenses. Non, c'est un très grand auteur, mais dont je comprendrais qu'on soit là tous les 3, tous les 5 dans 100 ans et qu'on l'ait complètement oublié, parce que les grands livres s'éteignent. Je pourrais citer un livre du XVIIe siècle qui était un équivalent de Proust, qui était Le Grand Cyrus, qui était illustrissime, qui était un peu néo-Proust dans le genre littérature et qu'on a complètement oublié. Donc Proust s'éteindra peut-être un jour. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust à l'occasion de ce book club qui lui était consacré. Charles Dantzig, Proust Océan vient de paraître chez Grasset. Merci à vous, Christine Le Cerf. On peut réécouter presque ad vitam aeternam votre grande traversée consacrée à Marcel Proust et qui a été réalisée et diffusée cet été. Il est 13h25 sur France Culture. Ce n'est pas l'heure de retrouver vos quadritèmes. Ce sera lundi, cher Charles Dantzig. Tout de suite, ce sont les Incipits de Mathias Sénard. Les Incipits, une première phrase. Ça vous campe un roman, mais aussi parfois un écrivain. Mathias Sénard, bonjour. Bonjour Olivia. Bien des incipits sont une façon de poser, vous me passerez l'expression, ces choses sur la table. Zola, incipit de la bête humaine. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d'une livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Pan. Là, Zola pose ses effets, au sens propre.
Il arrive avec le dîner. Il campe son personnage parce qu'il pose des choses sur la table. Mettre ces choses sur la table, c'est aussi affirmer une vérité bien fort et de façon péremptoire. Posons nos choses, affirmons sans douter. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Pof pof, les choses de Rousseau posées sur la table des confessions. Ou encore William Thackeray au début de Barry Lyndon. Depuis Adam, il n'y a eu guère de méfaits en ce monde où une femme ne soit entrée pour quelque chose. Affirmation couillue. Imaginez, depuis Adam, ça ne date pas d'hier. On pourrait alors parler d'incipit viril, qui se met facilement sur la table. La vérité générale est l'arme de ce type de phrase testostéronée où se joue d'emblée, dans ce que l'on pose sur la table, une certaine vision de la masculinité, ironique ou non. On sait que l'on entre dans un univers masculin, le monde, comme chez Zola, du pain, du pâté et du vin. Ou celui de Thackeray, où les femmes sont responsables de nos malheurs, mon brave monsieur. À peu près comme dans le western Rio Bravo, lorsqu'on explique l'alcoolisme terminal du cow-boy Dean Martin par cette simple question « D'où proviennent les malheurs d'un homme ?» Elle était descendue de la diligence, cette question-là, et elle a rendu fou d'amour et de whisky le cow-boy Dean Martin. Parmi les incipits qui assènent des vérités sur les femmes, qui doivent être fort nombreux, se trouve celui-ci, la première phrase de Blanche ou l'oubli, roman de Louis Aragon publié en 1967. « Il ne suffit pas d'être belle pour qu'un homme s'attache à vous. » Il y a dans cette sentence quelque chose de vertigineux. Dieu sait pourtant qu'Aragon s'y connaît en amour, en passion et en langage. D'ailleurs, Geoffroy Gueffier, le narrateur de Blanche ou l'oubli, est linguiste et traducteur. Il comprend donc tout le mystère de cette maxime « Il ne suffit pas d'être belle pour qu'un homme s'attache à vous ». On pourrait a priori croire que la beauté est une condition nécessaire et non suffisante de l'attachement, c'est-à-dire que l'ensemble des femmes attachées est un sous-ensemble des femmes belles, le reste des femmes belles et non attachées, flottant un peu tristes dans leur bulle, cherchant à rejoindre le sous-ensemble des femmes attachées et se heurtant assez élégamment à la paroi du ballon. Bong. Ô vous, femmes belles et détachées, pourquoi vous attacheriez-vous ? D'où surgirait la nécessité d'une conjugalité dont vous ne posséderiez que la première des qualités, la beauté, mais dont la seconde, inconnue, vous échappe sans doute. Et quid de l'ensemble F' des femmes non belles, ont-elles accès à l'attachement, ou forment-elles un ensemble distinct ? Ces questions turlupinantes peuvent être généralisées, c'est-à-dire l'ensemble des hommes beaux est-il identique à celui des femmes belles ? La loi, il ne suffit pas d'être beau pour qu'un homme s'attache à vous, s'y vérifie-t-elle ? L'attachement est-il bijectif ? Vertigineuse vérité virile. Je vous laisse à vos réflexions, c'est l'heure du pâté. À réécouter sur radiofrance.fr. Merci beaucoup Mathias Hénard. Une émission programmée toute cette semaine. Bienvenue au club par Henri Leblanc et Oriane Delacroix. Merci à Laura Dutèche-Pérez, Joseph Julien et Didier Pinault qui l'ont préparé. Réalisation Thomas Beau avec Jacques Hubert. À la technique, je vous dis à lundi avec en ouverture Jonathan Franzen de passage à Paris à l'occasion du festival America Courrèzy. C'est à Vincennes en Île-de-France.